Hello, me revoilà pour un bilan lecture. Ça fait très longtemps que je ne suis pas revenue avec une vidéo bilan lecture. Normal, parce que je n'ai pas énormément lu depuis le début de l'été. J'ai pas mal bougé, je suis partie en vacances, etc. Ça, je vous en ai déjà parlé, mais c'est surtout que, je sais pas pourquoi, en été, j'ai une sorte de lenteur supérieure à la moyenne, et ce qui fait que je peux mettre un mois pour finir un livre, surtout quand ils sont pas bons. Maintenant, ne vous y méprenez pas. Le titre n'est pas putaclic puisque dans ce bilan lecture, j'ai l'honneur de vous présenter un livre qui m'a donné, si ce n'est la clacasse de l'année, en tout cas la clacasse de ces 5 dernières années dans ma carrière de lectrice, ça c'est clair. J'ai hâte de vous en parler. Je ferai ça vers la fin parce que comme on dit, le meilleur pour la fin. Et entre temps, je vais vous parler des autres lectures que j'ai faites qui étaient soit médiocres, soit franchement pas bonne. Je vais commencer avec quelque chose qui ne va pas vous plaire. Je le sais d'ores et déjà. Préparez-vous, serrez les fesses, ça va aller très vite. Mais Entre Chien et Loup de Malorie Blackman, des os pas des os, je l'ai abandonné. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont adoré cette série, pour qui c'est clairement un coup de cœur, qui l'ont surtout découverte lorsqu'ils étaient adolescents et adolescentes, ce qui joue peut-être dans la balance, soyons honnêtes. Et du coup, quand vous l'avez vu dans un de mes book hauls, quand j'ai dit que j'allais le lire cet été dans ma pile à lire d'été, vous étiez super contents et contentes, vous me l'avez conseillé chaudement, etc. Alors, je suis un peu mitigée par rapport à ce livre. Déjà pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, c'est une saga jeune adulte, adolescente, où il est question de discrimination, de racisme, de ségrégation. On est dans un monde fictif dans lequel les pouvoirs sont un peu renversés, puisque les personnes noires sont les personnes qui détiennent le contrôle de la société et les personnes blanches sont des citoyens de seconde zone. Dans ce climat extrêmement ségrégationniste et extrêmement clivant, on va suivre deux enfants, donc une petite fille noire, fille de président ou fille de ministre, enfin en tout cas c'est une fille de, et un garçon, Kaloum. Donc la fille s'appelle Séphie, le garçon s'appelle Kaloum, qui est un garçon d'une famille blanche, etc. Et il y a une forte amitié, puis une forte relation, un fort amour qui va se créer entre les deux, mais vous comprenez bien que ça reste complicados lorsque on est en pleine ségrégation. Pour tout vous dire, j'ai lu bien, je dirais 150 pages, ce qui pour moi est suffisant pour jauger si ça vaut le coup de continuer dans une histoire ou pas. Après, ça c'est vraiment mon barème à moi, chaque barème est bon. Déjà, je me suis pas mal ennuyée. Mais c'est tout à fait normal que je me sois ennuyée, parce qu'en fait, cette première partie de roman n'est pas la partie où va se passer le cœur de l'action, mais où au contraire, l'autrice va exposer ce qui se passe dans cette société. Donc c'est important qu'elle le fasse pendant au moins 100-150 pages, en sachant que le livre fait 390 pages, 100 pages dédiées à l'univers et dédiées aux dynamiques relationnelles. Ça me paraît tout à fait normal. Sauf que moi ça m'a ennuyée parce que ça n'a fait que exposer des événements racistes, des tensions entre les différentes races, etc. Et en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais il y a un moment pour des personnes qui connaissent déjà ça, qui l'ont déjà vu ou même qui l'ont déjà vécu, qui ont déjà connu ce genre de situation, le lire, le voir, etc. On a compris, en tout cas pour ma part, moi je vais chercher quelque chose de plus, je vais chercher une réflexion, j'espère être assez claire dans ce que je dis, mais pour la faire courte, je connais, je sais comment fonctionne le racisme, je l'ai vu, je l'ai vécu, tout ce que tu veux, maintenant où est-ce qu'on va avec ça? Donc c'est pour ça qu'en fait, que pendant 150 pages, on suive ces deux adolescents et les obstacles en fait que leur relation va rencontrer, ça me satisfait pas, c'est pas suffisant pour moi. Je sais que la suite de l'intrigue apporte beaucoup plus de rebondissements, ça je l'ai vu, mais c'était pas suffisant pour me garder captivée par l'histoire. La deuxième chose qui a fait que j'ai voulu arrêter ma lecture, c'est parce que j'ai trouvé le propos très décontextualisé. Ça reste de la littérature jeunesse, donc c'est tout à fait normal. J'ai trouvé qu'il y avait, que c'était une réflexion très limitée. Je m'explique, il y a à plusieurs reprises des actions qui vont être faites par les deux protagonistes, donc par Séphie, la privilégiée, et Kaloum, le citoyen de seconde classe. Et l'intrigue va mettre au même niveau leurs actions. Donc par exemple, quand à la cantine de l'école, Séphie décide contre l'opinion de tous d'aller s'asseoir et de manger à côté de Kaloum et d'autres enfants blancs, le risque qu'elle encourt n'est pas le même que si
Kaloum décidait d'aller manger à la table d'enfants noirs. Et dans l'histoire, c'est un peu mis au même plan et ça m'a extrêmement dérangée parce que je trouve que c'est super limité en fait. Donc justement, cette histoire de manger à la cafette ensemble, ça arrive. Séphie va braver les interdits, va s'asseoir à côté de Kaloum. Et elle ne va pas comprendre, elle va être très énervée même quand Kaloum lui demande de partir. Parce qu'elle les met tous les deux en danger, mais lui plus qu'elle, automatiquement, elle est fille d'eux et en plus elle fait partie de la race, la classe privilégiée dans cette société. Tandis que Kaloum, il risque carrément sa vie en fait. Et ça c'est pas hyper mis en relief, je trouve, dans ce livre. Et ça manquait un petit peu de subtilité. En tout cas, voilà, je trouve que c'est un très bon livre. Je vais quand même le dire, même si je n'ai pas fini. Je me suis spoilé la fin, donc je sais ce qui se passe. J'ai été très étonnée d'ailleurs de voir toute la complexité de l'histoire, ça m'a beaucoup impressionnée. Je trouve que c'est un bon roman pour sensibiliser des enfants, des adolescents au thème du racisme. Maintenant, voilà, pour moi, une femme de 28 ans qui fait ses études sur les études post-coloniales, qui fait des recherches et qui lit beaucoup, voilà, malheureusement ça n'a pas été suffisant pour moi, mais je capte que vous l'ayez apprécié. En plus ça se lit relativement vite, mais je pense que vous comprenez, pour moi c'était juste pas suffisant. En parlant de pas suffisant, je vais vous parler de la déception de cette vidéo. J'ai lu Leila de Colleen Hoover. Je n'ai plus le livre, tout simplement parce que je l'ai vendu. J'ai fini le livre avant-hier soir, sachez qu'aujourd'hui il partait avec Mondial Relais. Ça m'a tellement énervée, j'ai tellement perdu mon temps. Je dis pas ça souvent en plus pour un livre, mais là je vous jure que j'ai perdu mon time. Moi Colleen Hoover, j'ai pas de préjugés par rapport à elle, par rapport à ce qu'elle écrit. Au contraire, j'avais été très agréablement surprise en février ou en mars, je sais plus quand j'ai lu Verity, qui fera partie de mes meilleures lectures de l'année. Et je m'étais dit, bon, là aussi, on est sur une romance un petit peu bizarre, avec un petit thriller, avec une sorte d'intrigue mystérieuse. Je me suis dit, putain, c'est ce qu'il me faut. Parce que je pense que la romance pure et dure, ce n'est pas pour moi. Alors j'ai pas du tout abandonné le livre, mais franchement, je me dis que j'aurais carrément dû abandonner le livre. Pour l'histoire, on est avec... je peux pas tellement... Putain, c'était quoi leur prénom? Bah Leila du coup. Putain, comment il s'appelle ce teubé là? Bon, je vais chercher. Avec un prénom comme ça aussi, c'était sûr. Le mec s'appelle Leeds, s'il vous plaît. C'est pas genre une ville au Royaume-Uni. Bref. Donc, c'est l'histoire d'amour, bien sûr, Colleen Hoover, entre Leila et Leeds. Les deux se rencontrent à un mariage. Coup de foudre instantané. Amour ultime. Ils décident de passer du temps ensemble, etc. Ça va très vite, ils vivent ensemble très vite, rapidement, sauf qu'il va y avoir une sorte de drame. J'ai pas envie de vous spoiler le truc, mais un truc un peu méchant, qui va causer des traumatismes aussi bien physiques que moraux à Leila, principalement. Et donc suite à cet accident, Leeds va décider de retourner au lieu où ils se sont rencontrés la première fois. Leeds a un peu d'argent, si vous voulez, voilà, donc il a loué ce sorte de bed and breakfast juste pour eux, où ils se retrouvent tout seuls, et il va commencer à y avoir des phénomènes un petit peu bizarres, en fait, dans cet établissement, des choses inexplicables, des choses carrément paranormales. Surtout, il va y avoir une troisième personne qui va venir un peu comme un cheveu sur la soupe dans cette relation, qui était jadis passionnelle, mais qui, suite à l'accident traumatisant, est devenue un petit peu mollassonne. Voilà, je sais pas comment être plus précise tout en étant très évasive, parce que si je vous en dis plus, je vous spoil, et j'ai pas envie. Donc, j'ai trouvé le début plutôt bien. Je trouve que Colleen Hoover a une belle manière de structurer ses chapitres, de clore ses chapitres et d'en commencer un suivant. Elle manie assez bien le suspense, etc. Mais là, c'était tellement long, c'était interminable, vraiment, je n'en voyais plus le bout. Je souffrais clairement pendant ma lecture et je me suis dit mais c'est pas possible, c'est qu'il va se passer un truc, il va y avoir un retournement à la fin. Oui et non, j'ai trouvé que c'était très tiré par les cheveux. Enfin, moi je pense qu'il y a un truc qui est insignifiant, donc je vais pouvoir vous le dire par rapport à l'intrigue qui m'a choquée, et je ne faisais que penser à ça tout le long du roman. C'est qu'il y a un moment, Leeds décide de manger les cheveux de sa copine. Nickel, mais impec. Je sais pas pourquoi c'était là, je ne sais pas pourquoi elle a écrit ça. Est-ce qu'il va y avoir un truc plus tard dans l'histoire qui fait que elle va y revenir ou ça va avoir une incidence? Mais rien.
Et jusqu'à aujourd'hui là, je suis encore traumatisée. Donc bref, je ne vous le conseille pas, ça tourne en rond, c'est toujours les mêmes réflexions à la fin, toujours les mêmes problématiques qui reviennent, vraiment ça s'étire en longueur et à la fin tu perds tout intérêt pour l'histoire. Et moi j'étais hyper soulagée de le terminer. Pour Colleen Hoover, là je sais pas, du coup ça m'a... Le coup des cheveux là ça m'a un peu... Donc on verra. Voilà, la parenthèse Colleen Hoover reste en suspens finalement. J'ai déjà beaucoup parlé, mais je vais terminer ce bilan lecture sur une clacasse, mais vraiment un coup de cœur, une révélation, vraiment un livre pour lequel il y aura un avant et un après, à la fois dans ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et je vous présente Restez barbare de Louisa Yousfi. J'ai découvert ce livre grâce à Ajar, de la chaîne Ajar Read, que je remercie de tout cœur. La maison d'édition La Fabrique est une maison que j'aime beaucoup, ils ont accepté de m'envoyer ce livre et je leur en suis éternellement reconnaissante. Et d'ores et déjà, je peux vous dire que ma chronique ne sera jamais à la hauteur de cette lecture et que peu importe ce que je vais dire, je vous conseille ce livre, surtout si vous êtes une personne racisée, à 1000%. Je suis plongée dans ce livre sans rien savoir. Le titre avait un petit peu piqué ma curiosité, forcément, et vraiment, suite au conseil de Ajar, je me suis dit, bah, saute le pas. Et donc, nous avons ici un petit essai, un tout petit essai, qui va parler de race, et qui se place surtout dans un contexte post-colonial, un peu néocolonial, dans lequel sont opposés les peuples civilisés et les peuples dits barbares. Vous comprendrez donc que dans ce débat, on va placer en tant que peuple civilisé l'Occident, hein, notamment la France ici, et en peuple barbare, l'Orient, et plus particulièrement l'Algérie, puisqu'il est souvent question d'Algérie dans ce livre. Et là où je trouve que l'autrice a fait un travail assez révolutionnaire, c'est qu'elle va adopter une position, un point de vue que je n'ai jamais vu nulle part. Je sais que je vous bassine avec ça, mais je pense que c'est important que je le dise parce que c'est ça qui apporte aussi toute la valeur à ce livre. J'ai lu énormément de livres qui se placent dans le contexte postcolonial. Des essais, des romans, des articles, tout ce que vous voulez. J'ai pas tout lu, bien entendu, c'est pas exhaustif, mais je peux vous dire que j'en ai assez lu pour pouvoir en faire aujourd'hui ma spécialité académique et surtout mon sujet de thèse. Et au début de cet essai, je comprenais pas trop où elle voulait en venir. Je trouvais que la pensée était assez radicale et que elle avait des idées qui pouvaient être sujets à débat. Mais en fait, plus on avance dans l'essai, plus on comprend où elle veut en venir et plus on assimile à quel point ça nous affecte de manière personnelle. Cet essai a plusieurs supports puisque tout d'abord elle va parler de romans, ensuite après elle va bouger vers la musique, pour parler plus particulièrement de rap. Et sa thèse principale, c'est de dire que pour les peuples dits barbares, l'objectif n'est pas de se mettre au rang des civilisés et donc d'engager un processus assimilationniste et intégrationniste, mais plutôt de conserver cette barbarie qui est au final partie intégrante de notre identité et surtout de la repenser de manière à ne pas la hiérarchiser par rapport à la civilisation occidentale. Et déjà l'argument de base est très fort parce que je n'avais jamais vu ça avant. Mais là où elle touche vraiment le point sensible, c'est qu'elle va donner des exemples grâce à des éléments de la pop culture d'aujourd'hui. Donc par exemple, elle va parler de Booba. Il y a tout un chapitre sur Booba, sur vous savez, la notion de piraterie chez Booba. Elle va aussi parler de PNL. La manière dont ils s'expriment, justement comment eux font pour conserver cette barbarie, vous savez, le fait qu'ils soient extrêmement isolés, qu'ils ne donnent aucune interview, etc. Et pareil avec la littérature au début de l'essai. J'ai fini l'essai en pleurs parce qu'il y a toute une partie vers la fin où elle explique le problème ou alors les problématiques que rencontrent les femmes racisées qui écrivent, donc c'est mon cas. Et voilà, ça m'a totalement bouleversée. Comme je vous l'ai dit, il y aura un avant, un après. Je souhaite vraiment utiliser ses recherches, utiliser son propos comme point de départ pour peut-être l'étendre à d'autres milieux, notamment dans ma recherche à moi. C'est un exemple que j'essaierai de suivre. Je ne saurais jamais assez vous le conseiller. C'est un petit livre percutant, extrêmement fort, éclairant, qui va peut-être, en tout cas je l'espère,
changé ma manière de faire de la recherche et ma manière de parler des peuples nord-africains en tout cas. Voilà, ni plus ni moins. J'ai fini ce bilan lecture. Pour une fois, je ne vous ai présenté que 3 livres, généralement c'est 4, mais là j'avais tellement de choses à vous dire parce que ça a été des lectures un peu marquantes, aussi bien en bien qu'en très mal. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment et si c'est bien ou non, et surtout si vous avez lu ces livres et quels ont été vos avis à propos de ceux-ci. Moi, il me reste à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.